Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo du cours sur la modélisation d'action mécanique. Donc après un mois de confinement, j'espère que tout va bien de votre côté. Dans cette vidéo, je vais essayer surtout de présenter donc la notion de frottement et voir surtout l'influence sur la forme des torseurs. D'accord, donc ça va être l'essentiel, c'est de comprendre comment sont modifiés les torseurs, quels inconnus sont rajoutés pour pouvoir bien gérer les exercices qui font appel à du frottement. Donc la mise en évidence du phénomène de frottement est assez simple. S'il n'y a pas de frottement et que je place par exemple un livre sur un plan incliné, il va y avoir aucun effort qui va pouvoir empêcher le livre de tomber, donc avec la liaison plane qui ne peut pas communiquer d'effort suivant un vecteur qui appartient au plan. Donc on va avoir le livre qui va tomber, tout simplement, qui va glisser. Donc si la liaison plane est parfaite, elle ne permet pas de retenir le livre. D'accord, mais là on va voir la notion de frottement qui permet en fait d'avoir un effort tangentiel qui pourrait retenir ce livre. Donc ici en fait on va présenter les lois de Coulomb. Donc c'est les lois qu'on applique en classe préparatoire à permettre de décrire les effets du frottement entre deux solides. Donc pour les lois de Coulomb, en fait, on va voir que le glissement il va dépendre d'un rapport entre l'effort normal et l'effort tangentiel. Donc cette figure, je vais la détailler un peu plus tard, surtout sur un plan. Donc là, on va voir qu'en fait, tout va dépendre d'un cône de frottement qui est ici, et on va voir en fait un rapport entre l'effort tangentiel et l'effort normal pour savoir si on glisse ou pas. Donc la première loi de Coulomb, c'est la loi de Coulomb quand on glisse. Donc par exemple, si un solide 2 glisse sur S1, donc on a une vitesse de glissement qui est différente de 0, dans ce cas-ci, on va tout simplement avoir la norme de l'effort tangentiel qui sera égale à un coefficient de frottement F fois la norme de l'effort normal. Donc le coefficient F, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de frottement. Je vais détailler un peu plus comment retenir cette formule, mais je détaille ça après la deuxième loi de Coulomb. Donc la deuxième loi de Coulomb, c'est quand on ne glisse pas. Donc quand on ne glisse pas, la direction de l'effort tangentiel, elle n'est pas connue. Elle est contenue dans le plan tangent aux surfaces de contact. La norme de l'effort tangentiel n'est pas connue non plus, puisque en fait, cette fois-ci, on a une inégalité. Donc on va avoir un effort tangentiel qui va être plus petit que le coefficient de frottement, soit l'effort normal. Donc là, il va falloir retenir aussi que le coefficient de frottement, il est lié à un angle phi. Donc F, il va être égal à tangente fois phi. Et phi, en fait, ça va être l'angle de notre cône de frottement. Donc un peu plus tard, je vais vous montrer ce que ça représente. Ça va être beaucoup plus simple dans le plan. Souvent, nous, dans notre cas, vu qu'on travaille en statique, on se placera à la limite du glissement. Puisque si on est dans la première loi de Coulomb, on glisse, donc on n'est pas en statique. Et si on est dans la deuxième loi de Coulomb, si on n'est pas à la limite du glissement, on ne peut pas connaître la norme de l'effort tangentiel. Donc en fait, on va se placer à la limite. Et à la limite, on va avoir tout simplement la norme de l'effort tangentiel qui va être égale au coefficient de frottement fois la norme de l'effort normal. Donc par exemple, là je me suis mis dans un cas où on représente le cône dans un plan, on n'a pas de glissement, donc c'est pour ça qu'on voit à peine la vitesse de glissement ici. Ici on voit bien le phi qui est égal, ou en tout cas où on voit bien que la tangente de phi est bien égale à opposé, donc opposé c'est cette distance ici, donc non, c'est cette distance là, donc c'est bien le t sur n. Donc on retrouve bien la loi de Coulomb qui dit t égale tangente phi fois n, et tangente phi c'est bien le coefficient de frottement. Donc quand il n'y a pas de glissement, on ne sait pas en fait où est l'effort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas l'intensité de l'effort tangentiel qui empêche le mouvement en fait. Il peut être petit, il peut être grand, tout est inconnu. Alors que quand on se met à la limite du glissement, cette fois-ci, on a bien cet effort de 1 sur 2 qui va être sur le cône, vraiment à la limite. Et en fait, là, on peut dire que f de 1 sur 2, ça va être égal à la somme des composantes, de la composante normale et de la composante tangentielle. Donc en fait, on va avoir f de 1 sur 2 qui va être égal à la norme de n sur le vecteur normal au plan, plus f fois la norme de n sur le vecteur tangentiel. nn plus fnt. Ou autrement dit, c'est nn
plus T, T. Ça marche? Donc à chaque fois, on se placera à la limite du glissement. Donc on comprend bien, hein, c'est-à-dire que si finalement on pousse plus que on appuie, et ben on va finir par se déplacer. Donc je vous rappelle, vous pouvez vous placer votre main sur votre bureau par exemple, et voir que au bout d'un certain temps, quand vous avez un effort tangentiel qui est assez grand, votre main va pouvoir translater. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est cette relation tangente phi égale à t sur n. Et puis moi, mon astuce, c'est de savoir qu'en fait, l'effort tangentiel est toujours plus petit que l'effort normal normalement. Et en fait, on va voir que F, justement, est toujours inférieur à 1. Donc on va voir dans la slide suivante quelques exemples de coefficients de frottement. Mais avant ça, je détaille juste le cas du contact surfacique. Là, on va faire rappel à la définition donc, du passage local global avant d'intégrer. Donc on va avoir, au lieu d'avoir T égale Fn, on va avoir dt égale F dn. Donc le petit effort tangentiel, l'effort tangentiel élémentaire qui va être égal à F fois l'effort élémentaire normal au plan. Donc là, en fait, il faudra juste d'abord détailler ce n. Donc lui, il sera toujours normal au plan. Et ensuite, il faudra exprimer dt qui sera égal à f fois dn. Et le t, il aura comme direction la même que le potentiel glissement, c'est-à-dire que la même direction que le vecteur glissement, mais il sera toujours opposé à ce glissement. D'accord? Mais j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo, justement, sur un embrayage, où je calculerai un couple transmissible. Ok? Donc voici quelques exemples de coefficients de frottement. Donc généralement, nous on est plutôt acier sur acier dans les exercices qu'on étudie. Donc un coefficient de frottement qui est assez faible ici, 0,1, mais c'est pour un état de surface poli. On voit que quand c'est lubrifié, c'est encore plus faible. Un autre cas classique, c'est un pneu sur une chaussée. Souvent on étudie des véhicules sur une route. Là on est à 0,6. En tout cas, il faut bien retenir que F, il est vraiment entre 0 et 1. D'accord? On a toujours l'effort tangentiel qui est plus petit que l'effort normal. Donc quand vous écrivez T égale F fois N, il faut vraiment se dire, bon bah vu que F est plus petit que 1, T est bien plus petit que N. Ça va vous éviter de retenir N égale FT par exemple. D'accord? Donc maintenant, on va voir l'influence que ça a sur les liaisons. Donc jusqu'à maintenant, on a vu les liaisons parfaites. Maintenant, on va voir les liaisons avec frottement. Donc il va en fait y avoir des inconnus supplémentaires. Il faut savoir ajouter ces inconnus, pas les ajouter n'importe comment. D'accord? Donc si on regarde une sphère plan parfaite, on voit qu'elle ne peut pas transmettre d'effort, par exemple, suivant ces directions contenues dans le plan. Donc on peut transmettre que sur n ici. D'accord? Or, quand on va frotter, s'il y a frottement, les vecteurs contenus dans le plan peuvent maintenant transmettre. Donc par exemple, si on glisse, je vais faire un exemple, si je tendance à glisser dans ce sens-là, donc on va se mettre à la limite du glissement, on empêche le glissement, la statique permet de rester sur place, bah, je vais avoir un effort tangentiel qui va s'opposer dans cette direction. Ok, donc en fait on doit rajouter tous les inconnus, les glissements on ne connaît pas non plus, donc là on doit juste se dire qu'il peut y avoir un effort x de 1 sur 2 et il peut y avoir un effort y de 1 sur 2. Le moment est inchangé car c'est impossible de transmettre un couple sur un point. Donc si vous mettez la pointe de votre stylo sur la table, même s'il y a du frottement, normalement vous ne pouvez pas faire tourner une feuille par exemple qui est entre votre stylo et la table. Si on est dans un cas purement théorique, un contact ponctuel, en vrai on est toujours un peu, on est surfacique, toujours dans le réel. Donc là on va voir pour l'ensemble des torseurs, donc c'est assez classique dans tous les cas. Souvent en fait on remplit tout simplement le torseur. Donc par exemple là j'ai mis la pivot, donc si la pivot a du frottement, on va avoir un cylindre dans un cylindre qui va frotter et on va pouvoir communiquer un couple finalement autour de l'axe de rotation. On va pouvoir communiquer un couple autour de cet axe. Donc d'ailleurs là au lieu de l'appeler MX, je l'ai carrément appelé couple de frottement. Donc c'est CF, F qui est en indice.
Pour la glissière par exemple, bah pareil, normalement on peut translater librement, mais s'il y a frottement, il va y avoir en fait un inconnu qui pourrait retenir le mouvement de la glissière. Là je l'ai appelé FX. Bon, pour la vis, il n'y a aucun changement, le torseur était déjà plein. Donc les inconnus, bien sûr, il va y avoir un lien entre les inconnus grâce aux lois de Coulomb, mais moi je cherche juste à savoir la forme. Est-ce qu'il y a des inconnus en plus? Je ne cherche pas à exprimer t égale fn, x1 égale à fy, etc. Ça sera plus tard dans les résolutions. Ce sera vraiment le chapitre suivant. Donc là, sur cette page, finalement, ici, bah, la pivot glissant, c'est un peu un mix entre la glissière et la pivot. Donc on va avoir éventuellement un effort qui va empêcher la pivot de translater et un effort qui va empêcher la pivot de tourner. Pareil pour la sphérique, tout est rempli. Pardon, là ici c'est la sphère à doigt. Et la sphérique, tout est rempli. Le plan, tout est rempli. Voilà. Donc finalement, il y a juste deux cas particuliers, ça va être la liaison cylindre-plan et la liaison sphère-plan qu'on a déjà vu avant. Je dis cas particulier parce qu'on voit que finalement dans tous les autres torseurs on a rempli les torseurs, on a mis des inconnus partout. Donc là par exemple au lieu que ça soit des zéros, ça va être pour la première, au lieu que ça soit des zéros, ça va être des FX, des MX, MY, enfin NY, LZ, etc. Et bah là finalement on voit que bah, il reste un 0 ici. Donc il faut faire attention sur ce que là, c'est que tout simplement ici ça correspond par exemple à une roue qui roulerait sur une surface plane, et ben en fait on peut pas communiquer de moment quand on roule, c'est impossible. En fait on va avoir une ligne de contact qui ne peut pas transmettre de moment, qui va pas pouvoir sur la ligne de contact, on va pas pouvoir transmettre de mouvement, de moment, même si ça frotte, ça va rouler tout simplement. Donc il faut bien retenir ce cas-là, hein. On le reverra plus tard, souvent c'est un peu un piège, même s'il y a frottement, on va rouler. Donc, le seul cas où ça serait rempli, c'est qu'on ajoute aussi de l'écrasement, mais là on va vraiment trop loin. D'accord. Et la sphère plan, on l'a vu juste avant, vu qu'on a un contact qui est ponctuel, bah, en pivotant, on n'aura pas de moment transmissible. Si on pivote, impossible d'avoir des moments transmissibles. Et puis pour les autres, donc si on roule, bah, la bille va rouler tout simplement sur le plan sans pouvoir transmettre de moments aussi. Donc lorsqu'elle roulement, que ça soit avec ou sans glissement, hein, sur une ligne de contact, il n'y a pas de frottement. Pareil, sur un point de contact, il n'y aura pas d'inconnu lié au frottement. Voilà. On peut même aller encore plus loin dans les liaisons qui sont imparfaites. Donc là, on a vu des liaisons non parfaites avec frottement. On peut même voir des liaisons à géométrie imparfaite. Donc là, ça serait par exemple dans le cas d'un contact surfacique parfait ici, ça c'est ce qu'on va appeler une liaison finalement pivot glissant, d'accord. Mais si le contact est imparfait, ça va devenir deux liaisons sphère-plan. Donc par exemple ici, je vais vraiment faire un cas très exagéré où le cylindre est tellement imparfait qu'on va avoir un jeu qui va apparaître ici, qui va faire qu'on va être en contact sur ces deux points. Et donc finalement la liaison pivot glissant va devenir deux liaisons sphère-plan. Et on peut même associer le frottement avec des liaisons imparfaites. Et donc là on va avoir par exemple ce qu'on appellera le cas de l'arc-boutement. Donc une pièce qui va pouvoir se bloquer dû au frottement et à ce décalage. Mais ça pareil on va le voir dans le prochain chapitre. Donc ça sera abordé plus tard dans l'année dans la séquence numéro 10. Donc voilà, on en a terminé avec toute la modélisation d'action mécanique. Donc le but de cette section 9, c'était de pouvoir un peu lister l'ensemble des actions mécaniques qu'il y a dans un problème. D'accord. Dans la prochaine séquence, on va vraiment déterminer l'ensemble des inconnus. Ce qu'il faut se dire, c'est que on peut se dire que c'est un peu difficile ce chapitre avec tous les calculs, passage local, global, un ensemble d'intégrales, etc. Mais il va vraiment falloir retenir les torseurs classiques. Donc généralement, c'est la pesanteur et c'est les torseurs de liaison. Parfois, il y a des vérins, mais parfois des ressorts, mais ça va pas beaucoup plus loin. En fait, vous pourrez donner directement le torseur, mais il faut juste savoir où sont les inconnus en fait. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais rester dans cette séquence 9 et je vais ajouter tout simplement, enfin, je vais faire
des applications assez simples. Donc dans la prochaine, ça va être, on va prendre un cas et on va essayer de lister les actions mécaniques qu'on observe dans le problème. Et puis je vais aussi faire une vidéo sur calcul de centre de gravité et une autre sur calcul de centre de poussée. Mais là, on est plus sur de la physique. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.